Vous n'avez rien vu. Merci à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde intitulée Zero Trust, faire face aux défis de l'intégration. Alors merci d'avoir choisi le Zero Trust plutôt que la conférence ou la keynote sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet important, intéressant, mais le Zero Trust aussi, puisque, hasard du calendrier, je ne sais pas, il y a aujourd'hui un grand exercice de cybersécurité à l'échelle nationale. Donc voilà, on est pile dans le thème. Et donc nous sommes pour cette table ronde pendant 45 minutes ensemble autour de ce sujet dont vont nous parler nos intervenants. Tout d'abord, Jean-Sébastien Duchesne, tu es directeur technique chez Exakis Nelite. Donc c'est le premier partenaire Pure Player Microsoft indépendant en France. Donc c'est l'entité leader de l'intégration de solutions Microsoft avec les plus hauts niveaux de certification dans ce domaine. Vidia, tu es vice-trésorière de l'association SecFis, entre autres choses. Donc je précise, le SecFis, c'est l'association, donc le Cercle des femmes de la cybersécurité. Donc c'est une association dont le principal objectif est de promouvoir et faire progresser la présence et le leadership des femmes dans les métiers relatifs à la cybersécurité. Mais à côté de ça, tu es passionné par la cybersécurité et c'est ton métier d'ailleurs à côté. Effectivement, c'est mon métier. Je travaille dans la gestion des identités et des accès. Top. Et donc à tes côtés, troisième intervenant, Johan Burgan, tu es Chief Digital Officer chez le Alixio Group. Donc Alixio Group, c'était le leader du conseil en stratégie RH. Donc l'entreprise accompagne les autres entreprises, surtout 440 gros groupes, je le précise, dans les transformations à fort enjeu humain pour une performance durable. Donc vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le RH et la cybersécurité? C'est juste qu'actuellement, vous déployez une solution Zero Trust. Donc tu seras un peu notre cas d'usage parmi tant d'autres, où tu pourras nous expliquer comment ça se passe dans ton entreprise. Du coup, comme j'aime souvent à dire, c'est que cet événement est avant tout fait pour vous. Donc je vais demander à mon acolyte qui est parti de afficher le QR code. Alors il le fera juste après. En fait, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse échanger. Donc je vous donnerai le micro dans la salle au bout, je sais pas, peut-être une trentaine de minutes d'échange avec nos intervenants. Et il y aura également un QR code qui va s'afficher que je vous inviterai à scanner. Donc pas besoin d'installer quelque chose ou de créer un compte. C'est un outil qui s'appelle Slido. Vous pouvez poser des questions en direct dont j'aurai accès sur mon téléphone portable. Et j'essaierai dans la mesure du possible de la poser à nos intervenants, comme ça pour qu'il y ait un maximum d'interaction. Voilà, ceci étant dit, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Donc, je pars toujours du principe que tout le monde n'a peut-être pas le même niveau d'information sur le sujet que l'on va traiter aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais demander à nos intervenants tout d'abord de définir le Zero Trust. Quand on parle de Zero Trust, pour vous, c'est quoi? Qui veut se lancer? Vidia? Ok, je vais commencer. Donc, le Zero Trust, c'est la précaution à tous les niveaux, c'est la défense à tous les niveaux. Donc, on part du principe du moins de privilèges. C'est-à-dire, c'est la sécurité par défaut. Donc, c'est pour vulgariser un peu les choses. Je vais laisser les autres compléter, du coup. Merci. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est essayer de mettre des mécanismes où on ne fait confiance à finalement aucune personne, aucun système, avec un principe, comme tu disais, de moindre privilège, de juste accès et de supposer la brèche, puisque même les plus grands acteurs ont eu des problèmes de sécurité, et ce à l'échelle de toutes les briques du système d'information de tous les espaces. Johan, oui, s'il te plaît. Pour compléter, je vais dans le même sens, c'est de passer de la confiance implicite à la vérification systématique en fait. Donc c'est en jeu, on fait confiance à personne. Donc comment on s'assure que on va déployer des solutions qui répondent à cet objectif? C'est intéressant dans ce que tu dis, c'est-à-dire que vérifier, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne fait pas confiance, ou est-ce que l'un ne va pas sans l'autre Parce que je pourrais me dire, tu vas y revenir justement avec tes équipes, mais moi je pourrais me dire, attendez, si vous avez besoin de vérifier, c'est que vous ne me faites pas confiance. C'est une question que je te pose à toi. Oui, en fait, par défaut, on fait confiance à personne. Ouais. Donc, il faut mettre en place ces solutions qui permettent de vérifier pour savoir si on peut avoir confiance. Ok, le faire de manière subtile, et c'est ce que tu viens de décrire justement, je te propose de garder le micro. Donc, chez Alixio, je l'ai dit, vous êtes en train de déployer justement cette solution. Donc, vous êtes un groupe RH qui manipule des données sensibles. C'est quoi les étapes concrètes justement du déploiement? On va directement partir de toi. Comment ça s'est passé pour vous? Alors l'enjeu, dans des enjeux de cybersécurité, en fait, on est toujours en train de rajouter une barre de plus en plus haute. Et aujourd'hui, on travaille essentiellement pour des entreprises grands groupes que l'on accompagne dans leur restructuration et les enjeux de réorganisation de leur activité. En travaillant avec des grands groupes, eux aussi mettent la barre de plus en plus haute. Donc notre objectif en tant que partenaire, c'est de suivre cette barre. Et c'est vrai que sur ces dernières années, on l'a un petit peu tous suivi. On est passé des solutions antivirus aux solutions ODR, XDR, et on continue à déployer des solutions technologiques. Le moment actuel, c'est cet enjeu du Zero Trust. Et dans le contexte du groupe Alixio, on manipule beaucoup de données personnelles.
Parce qu'en fait, on est expert dans le domaine des ressources humaines. Donc, quand on accompagne les entreprises, on accompagne tous les collaborateurs du groupe concernés par les enjeux de réorganisation et de restructuration. Ces données qui sont personnelles, c'est un enjeu de coût de sécurité. Hein. On a des piliers qui sont le Security by Design et la Data Privacy aussi by Default. Et en fait, notre choix a été, pour ce nouveau levier, nouvelle marche de maturité, de partir sur une stratégie Zero Trust. L'enjeu, il n'est pas que technologique, hein, on va pouvoir en parler. C'est un outil, mais avant que ce soit un outil, c'est aussi un nouvel accompagnement dans un nouveau niveau de maturité, aussi dans la culture d'entreprise. On est passé du sujet, on s'échange des fichiers par email, à des maintenant, je vais vérifier tout ce qui se passe. Est-ce que vous êtes légitime pour cet échange d'email? Est-ce que le fichier que vous échangez, il est légitime? Et derrière, est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas y avoir une sortie de ce fichier avec une DLP vers l'extérieur. Donc on a commencé notre projet en début d'année, hein, ça fait partie de notre plan directeur de système d'information. Et en fait aujourd'hui on est à peu près à 2/3 du chemin du déploiement. L'enjeu, comme j'ai expliqué, il n'est pas que technologique. Donc on a été poussé par nos clients à atteindre ce nouveau palier. On a défini déjà qu'est-ce que c'est le Zero Trust, qu'est-ce que c'est le Zero Trust dans le cadre de notre activité, comment, quand on dit on ne fait confiance à personne, mais du coup à qui, comment on va faire confiance, et surtout quelles sont les habilitations à donner, la segmentation, etc. Donc il y a quand même un gros travail préparatoire, à la fois dans la culture d'entreprise, de se dire on va passer sur une nouvelle technologie qui va aller un petit peu plus loin dans la manière de collaborer ensemble. On a aussi travaillé cet enjeu de se dire qu'est-ce qu'un dossier confidentiel, très confidentiel, donc travailler sur ce niveau de confidentialité et travailler cette segmentation pour se dire telle équipe, telle personne, elle peut accéder à ce niveau de confidentialité ou ce niveau de données. Je peux en parler des heures, donc n'hésite pas à me couper. Justement, petite précision, parce que je ne crois pas que ça a été dit, vous êtes combien chez Alexio? On est à peu près 1200 collaborateurs en Europe. Donc on imagine la masse que ça représente et que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Alors on va revenir, mais donc là c'est sur le quoi, c'est sur le pourquoi tu as déployé cette solution et un peu comment ça se passe, mais on va y revenir dans le détail. Juste pour faire aussi le lien avec la notion de définition, parce qu'il y a pas mal de termes techniques quand on parle de Zero Trust qui pourraient mériter d'être précisés. On parle d'identité, de micro-segmentation, de supervision, de IAM. Peut-être Vidia et Jean-Sébastien resituer chaque bloc, voilà, parce qu'en fait la cybersécurité, ça touche un ensemble de catégories, je vais dire ça comme ça, donc on va les évoquer ensemble pour qu'on soit bien au clair. Jean-Sébastien ou Vidia? Honneur aux dames. Alors, moi, je vais porter l'accent sur la partie IAM, la gestion d'identité et des accès. Donc, comme vous avez entendu, le Zero Trust, c'est la sécurité à tous les niveaux. Ça commence par les EDR, XDR, et puis on a parlé de segmentation des fichiers, les droits sur les fichiers. Moi, mon corps de métier, c'est les habilitations et les identités. Donc, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, quels sont les comptes qu'il faut lui donner? Il doit avoir accès à quoi? Donc, tout ce principe, ça fait partie de la partie de moins de privilèges. Donc, on commence aussi pour gérer les comptes des administrateurs, etc. Donc, ça, c'est toute une gamme de solutions liées à la gestion d'identité et des accès qui fait aussi partie de la politique de Zero Trust. Donc, le Zero Trust ne va pas exister s'il n'y a pas la brique IAM. Jean-Sébastien? Ouais, et du coup, en effet, pour compléter, tu as raison, souvent, on pense souvent à la porte d'entrée, qui est l'identité, tu as raison, c'est l'une des premières portes d'entrée pour certains hackers. Et après, bien entendu, comme on est dans le principe de vérifier explicitement et constamment, tu as notamment parlé de la donnée, en fait, ça va couvrir, comme on le disait, tous les silos, c'est-à-dire qu'on parlait du terminal avec les notions là, d'EDR, XDR, qui sont des solutions, entre guillemets, de supervision, de la sécurité, de protection des terminaux. On va avoir les infrastructures en elles-mêmes, historiques, les serveurs, le réseau, etc. Et puis bien entendu la donnée, comme tu le disais, c'est-à-dire que lorsque j'accède à de la donnée, un fichier, une base de données, un élément sur un serveur de fichiers, un espace de collaboration, est-ce que je suis légitime et est-ce que la personne qui accède, c'est la personne attendue. En fait, c'est vraiment, tu as raison de le repréciser, le Zero Trust, c'est à l'échelle de toute l'entreprise, de tout le système d'information et même de l'utilisateur en lui-même. Alors, donc voilà pour les aspects de définition. Donc maintenant, sur la partie déploiement, tu le disais, Johan, c'est pas qu'un enjeu technologique. C'est quoi les freins que vous rencontrez? Mais je vous pose aussi la question à Vidia et Jean-Sébastien, que vous rencontrez au déploiement. Est-ce que c'est technologique? Est-ce qu'il y en a d'autres justement? Et si tu me vois venir, je pense notamment à l'humain qui est un des principaux freins.
juste pour terminer sur la définition, il y a un point aussi qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, notre manière de travailler n'est pas la même qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'infrastructure on-premise, on est en mode cloud, on est en mode hybride, à la maison, en déplacement, au bureau. Il faut aussi repenser cette manière de travailler et les enjeux de cybersécurité associés. Et l'enjeu des outils Zero Trust, c'est justement de prendre ça aussi en compte. Il y a un point important. J'en viens du coup sur l'accompagnement et le déploiement. L'IAM, c'est fondamental parce qu'en fait, si on ne connaît pas ses utilisateurs et les groupes et les habilitations, en fait, on ne peut rien travailler. Donc, c'est le socle structurel fondateur pour lancer un projet de Zero Trust. Aujourd'hui, en fait, on y va par étapes. Tout simplement, il y a eu le choix technologique. Il y a eu ensuite le process de déploiement, donc tout le travail en amont de segmentation et de travail sur les données pour les taguer. Et maintenant, on arrive dans une phase de déploiement. Cette phase de déploiement, aujourd'hui, elle doit se faire aussi en concertation avec les représentants du personnel, parce qu'on est quand même sur des outils aussi qui sont très intrusifs dans le travail quotidien des collaborateurs. Tout simplement, on va faire l'analyse de trafic, on va faire des analyses d'envoi de fichiers, on va interdire des sites comme on le faisait historiquement avec des firewalls. Il y a un ensemble de restrictions portées par les règles stratégiques de l'entreprise et que l'on souhaite mettre en place. Aujourd'hui, en fait, on est dans cette phase de consultation auprès des représentants du personnel pour expliquer pourquoi le Zero Trust, quelles sont nos obligations, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est derrière implicitement, technologiquement, et on y va par étapes. Et là, aujourd'hui, le démarrage, on a déployé donc un peu plus d'1 millier d'endpoints sur les différents devices PC et devices portables. On a mis des règles par défaut qui sont à la hauteur de ce que l'on le faisait déjà à l'époque avec les firewalls quand on était sur des sites on-premise. Et par ailleurs, on a commencé à implémenter des règles selon les demandes de nos clients et de leurs propres règles de filtrage de données, notamment dans tous les clients liés aux bancaires qui ont déjà un niveau de maturité assez élevé. Donc on se plie à ces exigences, mais qui derrière nous permettent nous aussi de progresser et d'expliquer les choses. Donc on y va par étapes. Donc on a nos règles de DLP, on a nos règles de filtrage de sites, et notamment dans notre sujet, il y a I Love PDF ou WizTransfer qui ont fait évoluer leurs conditions générales pour pouvoir analyser les données pour entraîner des modèles d'IA. Donc nous, maintenant, on les interdit parce qu'en fait, on travaille sur des données confidentielles. Donc ça veut dire aussi, et je termine avec ça, d'un point de vue IT, c'est à la fois accompagner le déploiement, mais c'est aussi proposer des solutions alternatives certifiées lorsque l'on interdit des choses. Donc en fait, cette démarche Zero Trust, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Il faut que le faire dans le temps avec un accompagnement progressif d'explication et de solutions tamponnées IT. Vidia, Jean-Sébastien, sur les freins que vous rencontrez dans les entreprises et les clients que vous accompagnez? Ouais, alors il y en a pas mal. Tu as cité notamment l'humain et l'organisation en elle-même. Moi, le premier frein que je vois, c'est le manque de sponsors. C'est-à-dire une personne qui va être capable de porter ses projets, de les financer, d'expliquer en son nom, avec une aura dans l'organisation, pourquoi on met en place de l'authentification à facteurs multiples, pourquoi à partir de maintenant, sur certains types de fichiers, il faut s'authentifier, ou pourquoi c'est compliqué de le partager à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un premier point, parce que entamer un programme comme vous l'avez fait, sans avoir cette personne-là qui est capable de mettre de l'argent sur la table et de faire porte-voix, c'est déjà compliqué. Et puis le deuxième que je vois de ma vision et qui est vraiment essentiel, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire au début la feuille de route du programme qui n'est pas statique, puisqu'on est sur un programme en fait, qui va être sans fin, entre guillemets. Les attaques évoluent tout le temps. À l'époque, on avait la problématique de gérer l'accès à une machine. Donc on a introduit les identifiants mots de passe, ça a duré quelques années. Maintenant on a ajouté de l'authentification à facteurs multiples, les attaquants ont vu comment on pouvait le détourner via l'utilisateur. Donc on est en train de déployer de l'authentification sans mot de passe. Voilà. Sûrement ils vont finir par trouver un subterfuge. Donc c'est un programme qu'on définit au départ avec une feuille de route qui évolue dans le temps et qu'il faut finalement ne jamais abandonner et qu'on continue à l'utiliser, quoi. En tout cas cette approche. Vidia. Pour compléter ce qu'on a dit, je reviens sur l'humain, l'utilisateur au quotidien qui va utiliser son ordinateur. Il y a aussi, quand on met en place ce genre de solution, on touche au processus. Donc le processus veut dire, je vais changer l'habitude de comment on va travailler.
Donc première réaction, c'est la réticence. C'est j'ai pas envie d'y aller. Vous allez encore m'installer un nouvel outil, j'en ai déjà trop. Vous voulez changer, authentifier, il faut aussi installer un truc sur ton téléphone avec l'authentification multifacteur. Donc c'est des questions qui sont totalement légitimes. Dès qu'on veut changer les habitudes de travail, on se heurte à plein d'incompréhensions. Pourquoi et comment. Il y a aussi l'idée, la méfiance, parce que on va nous tracer, maintenant on va nous traquer, on va pouvoir savoir à quand on s'est connecté, qui a validé quoi, parce que l'IAM, ça sert aussi pour faire de l'audit. Donc voilà, toutes ces questions qui a priori peut, si c'est pas traité, si c'est pas bien accompagné, va ramener à un rejet de la solution et qui va causer barrière à l'application et la mise en place de Zero Trust. Et comme l'a dit Jean-Sébastien, c'est un projet sans fin. Enfin, même si on est en prod, ça ne se termine pas parce que ça change tout le temps. Aujourd'hui, on va commencer, donc ce qu'on conseille, c'est d'y aller, comme vous l'avez tous dit, d'y aller par palier, bien définir les lots, commencer par des applications qui sont les plus impactantes pour que les gens puissent voir et comprendre là où on veut venir. Et puis, il faut l'appui des sponsors aussi. Sans ça, rien. Donc, impliquer les métiers, les RH, dès le début, permet de mieux cerner les problèmes et de répondre aux questions. Alors, à 15 minutes j'ai toujours pas de questions sur Slido. Donc, dans ce genre de cas, il y a 3 possibilités. Soit ça marche pas, ou personne n'a essayé, soit c'est la digestion, soit c'est parce que vous ne vous sentez pas légitime au niveau technique, etc. Donc franchement, sentez-vous légitime, on est là pour poser des questions, même de profanes. Même moi, je ne suis pas expert et j'apprends plein de choses, donc n'hésitez pas à se sentir légitime. Sinon, je vous apporterai le micro directement dans la salle, mais bon, je sais que des fois, c'est encore plus difficile que d'écrire sur un téléphone. Est-ce que je peux juste rebondir pour terminer? Mais bien sûr, j'allais te le relancer de toute façon. En fait, sur ce qu'on vient de se dire... par exemple, sur le rejet de l'application, moi j'ai trouvé un quick win quand même, c'est qu'avant ils avaient un VPN où ils devaient s'authentifier, etc., ce qui n'est plus le cas maintenant, parce qu'à partir du moment où on les authentifie sur le device, du coup ils sont automatiquement connectés dans la sphère du système d'information. On a oublié de le dire aussi en introduction, c'est que ça permet aussi de limiter les accès à des systèmes vus d'Internet, donc on est dans cette zone de confiance. Et du coup j'ai eu un quick win avec ça, en disant grâce à ça, vous n'avez plus besoin de taper votre identifiant mot de passe sur le VPN. Et le deuxième point, chez nous, c'est mandatory. Si on ne le fait pas en place, si on le met pas en place, on peut plus travailler avec nos clients. Donc du coup, quand tu parlais tout à l'heure de leadership et d'impulsion et de sponsoring, en fait, moi, c'est la direction générale qui porte le sujet avec le RSSI Group et moi. Et je suis l'acteur opérationnel pour le déploiement. Donc c'est aussi quelque chose. On n'installe pas un système de Zero Trust juste pour faire plaisir, c'est parce qu'en fait, on a un enjeu stratégique de protection de nos données, de protection de notre SI ou de responsabilité vis-à-vis des données qui nous sont confiées. Et pour compléter ce que tu dis, tu as raison. Alors pour le coup, on n'est pas sur un frein, mais plutôt un accélérateur. C'est qu'il y a un certain nombre de réglementations, comme tu le disais, qui vont arriver ou qui sont arrivées, qui vont s'imposer à un certain nombre d'organisations. On pense à NIS 2, DORA, etc., la RGPD, qui font que ces solutions-là sont poussées. En tout cas, l'approche Zero Trust est poussée par ce biais-là. Donc là, on n'est pas trop dans un frein, plutôt dans un accélérateur. Mais... Alors juste pour rester un chouïa sur les freins, parce qu'il y a quelque chose que tu avais dit, je crois, c'était toi Jean-Sébastien, qu'en fait il y a aussi un phénomène de fatigue et de lassitude justement avec la perception de ce contrôle excessif et de il y a déjà un outil qu'on m'a déployé, ça va, il fonctionne bien, hop, on va encore m'en changer un. Et donc justement, est-ce que la solution ce serait quoi? Alors je vais être un peu caricatural, mais est-ce que c'est de la jouer tout dictatorial en disant on n'a pas le choix, on a des enjeux, nos clients, etc., la réglementation, ou est-ce qu'on la joue plutôt en sous-marin en disant voilà, on vous dit qu'on change d'outil sans trop vous expliquer le pourquoi du comment? Est-ce que l'une est aussi valable que l'autre comme approche? Est-ce qu'il y en a une qui fonctionne peut-être mieux que les autres? L'idéal serait un mix des deux. Donc déjà expliquer du point de vue réglementation qu'est-ce qui va se passer, les sanctions que l'entreprise va devoir payer en cas de brèche, en cas de perte des données, etc., l'atteinte à la réputation. Donc là, les utilisateurs sont un peu plus sensibilisés à ça. Donc là, on revient à la sensibilisation. Et deuxièmement, c'est montrer aux utilisateurs le quick win. Donc ça permet justement de faire en sorte que les utilisateurs sont contents. Donc on met en place une solution IAM, on explique à l'utilisateur les mots de passe, là avec le SSO, tu n'auras plus besoin de le taper partout. Certes, c'est contraignant au début, on va te demander dans le premier temps de le changer, de mettre un bon mot de passe, mais après, plus tard, ce sera rempli automatiquement, tu n'auras même pas besoin de le savoir et tu vas être authentifié sur d'autres applis. Bon là le MFA... Voilà. Le MFA, typiquement, moi j'ai un client qui avait été très malin, il l'avait inclus dans l'accord télétravail. Donc les utilisateurs qui finalement voulaient pouvoir faire du télétravail et donc avoir un accès à distance devaient pouvoir utiliser leur téléphone personnel comme
comme téléphone de confiance. Ça a été la carotte, entre guillemets, le petit quick win qui a permis de faire passer la chose. Donc il y a différents subterfuges qu'on peut utiliser. Mais pour revenir à ta question, oui, je pense que tu as raison. On ne peut pas faire uniquement du dictatorial, c'est très compliqué. On a toujours des populations, notamment les générations qui finalement sont bientôt à la fin du cycle du travail, qui sont assez réticentes à ces solutions. Donc il y a beaucoup de pédagogie, d'explication et voilà. Et comment ça s'est passé, c'est Alixio, le choix que vous avez pour fait. rebondir sur ce qui a été dit, tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait mis en place des règles de DLP pour éviter l'exfiltration de données sensibles selon certains critères ou tags, notamment dans les LLM externes comme ChatGPT, etc. Donc aujourd'hui, en fait, quand vous paramétrez vos outils, etc., vous pouvez bloquer tout de suite ou faire juste une pop-in d'informations ou que ce soit en mode silencieux et on traite en back-office. Donc aujourd'hui, le parti pris qu'on a fait, si ça arrive, c'est qu'on ne met pas de pop-in de blocage. En fait, on laisse passer, dans une certaine mesure, bien sûr. Et en fait, on contacte l'utilisateur. Donc on fait la rétention de l'information. On contacte l'utilisateur pour lui expliquer, attention, ce que tu viens de faire, c'est pas conforme. C'est pas conforme à la charte informatique. C'est pas conforme aussi au contrat d'engagement qu'on a avec notre client. Et du coup, en fait, ça permet de sensibiliser un peu dans le fond avant d'arriver avec une règle comme ça qui vient du haut. En fait, on arrive comme ça par l'utilisateur et du coup, il comprend, il commence à parler à ses collègues, attention, ça, faut faire gaffe, etc. etc. Donc, c'est l'approche qu'on a décidé de prendre, aussi en concertation avec les instances locales. C'est plus un apprentissage et une sensibilisation par la pratique plutôt que véritablement par on va vous prendre, vous faire une formation pendant une matinée pour vous expliquer en quoi c'est important la cybersécurité. C'est plus par la pratique. Tu sais, les quick wins, c'est opérationnel. Oui. Ça marche mieux. Oui. En ce qui concerne l'IAM, en tout cas, oui, il y a quand même un confort d'utilisation une fois qu'on l'a mis en place, qui représente une ergonomie pour l'utilisateur. Donc du coup, il est content quand tout fonctionne très très bien. Évidemment, il va râler quand ça ne marche pas. Mais bon, ils finissent par y accepter et ils sont un peu plus sensibilisés maintenant à toutes les attaques qui arrivent. Et donc, une fois que ça, ils ont compris ça se passe. En fait, on a toujours deux parties dans une entreprise. On a tout ce qui est administrateur, les informaticiens, tout ce qui est l'IT, ils sont très contents. Les comptes sont créés de manière automatique, ils ont moins de gestion à faire. Pour eux, c'est parfait. Mais quand il y a l'utilisateur, bon, effectivement, donc, on leur a fait avaler un peu la pilule. Bon, les processus vont changer un petit peu. Quand on met en place l'IAM, c'est aussi le moyen de revoir les processus. Ceux qui ne marchaient pas et qui se plaignent, on les écoute, on prend en compte ces besoins-là. Et du coup, on essaie de faire un processus un peu plus souple pour eux, pour qu'à la fin, ils sont contents, ils voient le bénéfice. Et du coup, le quick win, pour eux, ils ne se posent même plus la question, mais comment on faisait sans ça, quoi. Évidemment, Jean-Sébastien. Ouais, et tu parlais de sensibilisation et c'est pour ça aussi que je reviens sur le fait que c'est une démarche finalement sans fin. On oublie que dans l'organisation, et tu parlais de WeTransfer, il y a des personnes, l'organisation elle vit, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui arrivent, et elles arrivent peut-être avec leurs mauvaises habitudes. Et souvent, les organisations avaient un peu cette habitude de se dire, je fais un projet, je fais de la communication, de l'adoption, de l'accompagnement au changement, mais je le fais one shot, quoi, une fois. Là, c'est vrai qu'avec l'approche Zero Trust, et je reviens là-dessus, la personne, elle va arriver, elle, dans sa précédente boîte, elle utilisait WeTransfer. Chez vous, c'est interdit. Donc, il faut faire cette phase de sensibilisation. Et le blocage purement et simplement, oui, ça ne marche pas. Il faut avoir un mix quand même des deux, en effet. Ouais. Alors du coup, j'ai des questions sur Slido, donc merci de me prouver que mon outil fonctionne et je vais m'empresser de poser les questions. Tu en as parlé, Johan, quel est le travail de transition pour passer du VPN au Zero Trust? C'est ce que vous avez fait chez Alixio. Alors, peut-être que vous avez aussi des exemples, Jean-Sébastien, évidemment. De notre côté, en fait, déjà, on a fait évoluer notre architecture réseau pour avoir une console centrale, un cœur de réseau central pour l'ensemble de nos 80 sites. Et du coup, on n'a plus d'appliance en local. Donc, se connecter à un VPN aujourd'hui, c'était se connecter sur la console centrale, etc. Donc, du coup, en fait, la transition VPN vers... Alors, on a choisi Zscaler comme solution pour notre ZTNA. Il y a une solution qui s'appelle ZPA qui permet, en fait, le Private Access, donc qui permet de dire, à partir du moment où l'utilisateur est identifié, que son device est identifié, il arrive dans une sphère de confiance.
Et aujourd'hui, 100% de nos infrastructures sont hébergées à l'extérieur, hein, dans des cloud providers. Donc en fait, aujourd'hui, il n'a plus la sensation de se connecter à Lyon, par exemple, pour accéder à un serveur quelque part. En fait, pour lui, c'est transparent. Il tape juste l'URL ou l'accès depuis l'intranet à l'application. Et à ce moment-là, il peut accéder directement au site sans avoir à s'authentifier vers le VPN. Donc tout simplement, on a arrêté le VPN une fois qu'on avait déployé Zscaler, qu'on avait paramétré le ZPA avec notre zone de confiance. Aujourd'hui, on y va aussi par étapes là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, j'ai voulu protéger le SI. Maintenant, on va commencer à segmenter pour vraiment donner des accès bien spécifiques sur ce qui est lié aux administrations système, ce qui est lié plutôt à la partie paye interne, ressources humaines, etc., etc. On le fait par étapes. Donc déjà, on a périmétré le SI pour qu'il soit plus vu de l'extérieur. Deuxième axe, on est en train de travailler sur le cloisonnement interne pour accéder. Et en fait, pour répondre à la question, du jour au lendemain, en fait, on a désactivé le VPN et on a dit, bah là, maintenant c'est transparent, vous n'avez plus besoin d'utiliser le VPN. Et en fait, tout le monde était content. Jean-Sébastien. Juste, tu es totalement vrai sur tout ce que tu as dit. Je vais juste compléter avec un aspect. Donc, tu parlais de segmentation et ça, c'est vrai que c'est la principale différence avec le VPN. Le VPN, on se présentait, on avait accès presque à toute l'organisation avec les solutions dont tu parles, qu'on appelle Zero Trust Network Access. Vous voyez, dans le nom, il y a Zero Trust, il y a la notion de confiance zéro. On va vraiment avoir quasiment des tunnels par application. C'est un peu ce que tu as dit, la segmentation. Et je vais juste compléter, peut-être que vous êtes dans cette phase-là aussi, c'est que normalement, on peut avoir même des politiques d'accès spécifiques à chaque application. Donc si j'accède à mon ERP qui est hyper sensible, je vais demander du MFA, de l'authentification à facteur multiple, un poste connu, etc. Si j'accède simplement, je sais pas, à l'intranet, je vais simplement demander un poste connu. Tu vois, on va pouvoir en fait gérer vraiment les conditions d'accès. Oui, c'est ce changement de paradigme. Voilà, ce que explique Jean-Sébastien, c'est ce qu'on appelle l'authentification adaptative maintenant. Avec les solutions d'IAM, on peut mettre en place en fonction de où est l'utilisateur, de la plage d'adresse IP, de l'heure de connexion. Ces accès aux applications peuvent être facilités et contrôlés aussi. Donc c'est toutes les politiques de contrôle d'accès qu'on met en place. Mais aussi pour les applications sensibles, forcées avec une deuxième authentification, la MFA, voire une troisième en fait. Alors, on a une question, et je crois qu'on a un peu répondu à cette question, mais on va enfoncer le coup. Le Zero Trust ne s'applique-t-il qu'aux utilisateurs ou aussi aux applicatifs qui communiquent entre eux au travers des API? Ça s'applique à tout. C'est-à-dire vraiment tout l'ensemble du système d'information. Et là, c'est vrai qu'on parle beaucoup utilisateurs, mais c'est aussi les identités machines, donc ce qu'on a appelé des comptes de service ou dans certains clouds, les services principaux, etc. Ça va s'appliquer aux agents, aux IA. Donc là, on va encore un peu plus loin, mais aujourd'hui, il y a déjà plein d'agents dans des sociétés, dans des boîtes qui sont utilisés, qui ont accès à énormément d'informations, qui peuvent potentiellement à terme même faire des actions, parce qu'il y a des protocoles agent-to-agent qui arrivent. Donc il y a vraiment cette approche Zero Trust là à tous les niveaux du SI. Ouais. Vidia? Non, je voyais que tu avais le micro, mais pas obligé de répondre. Non, top. Une autre question, est-ce qu'il y aurait une application pour gérer tous ces aspects où on doit forcément composer avec un catalogue plus large? Est-ce qu'il y a une forme d'outil central qui permet de tout gérer? Comme c'est à tous les niveaux, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des solutions qui peuvent permettre tout d'un coup, mais c'est qu'il faut vraiment le penser en briques des différentes catégories de solutions. Après, si demain, d'ici là, on a une plateforme centrale qui permet de tout faire, ce serait vraiment génial, mais je pense qu'on n'est pas encore là. Je vais prendre notre tour d'expérience. On travaille par étapes et là, effectivement, on a fini de consolider notre IAM avant de lancer ce projet-là, parce qu'en fait, c'est quand même la colonne vertébrale pour pouvoir après déployer une solution de ZTNA. Donc nous, on a fait le choix de Zscaler parce que justement, il y a cette notion modulaire et cette notion d'y aller par étapes. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on a cette console centrale qui permet vraiment de gérer tout ce que tu as évoqué sur les accès machine-to-machine, agent-to-machine, user, etc. Et tout ça est connecté sur, bien sûr, l'IAM et par extension, les modèles de structuration dans Azure, etc. Donc, aujourd'hui, un outil qui fait la cybersécurité, qui fait tout, effectivement, je ne pense même pas que ce soit souhaitable parce que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est peut-être pas une solution. Par contre, sur les outils de Zero Trust, alors j'ai mentionné Zscaler parce qu'on l'a choisi, mais il y en a des tas d'autres qu'on a vus avec des benchmarks vraiment très intéressants. Et je crois que, de toute manière, c'est la prochaine étape qu'on va tous devoir prendre. Parce que là, on a à peu près, comme je l'ai dit en introduction, fini la partie EDR, XDR. Maintenant, l'étape suivante, ça va être le Zero Trust. Donc, les solutions arrivent sur le marché.
Et pour compléter, en fait, pourquoi non c'est parce que souvent dans les systèmes d'information, il y a un legacy qui est là. Pour une société à la limite qui est purement cloud, qui prend des solutions de collaboration cloud, par exemple chez Microsoft 365, si vous êtes uniquement dans cet univers, on pourrait presque arriver à cet outil unique parce qu'ils sont dans une approche plateforme. Le problème qu'on a dans toutes les organisations, c'est qu'on a toujours un ERP autre, une solution qui est dans un coin, etc. Donc non, à mon avis, on n'y arrivera jamais. Oui, vas-y, parce qu'après j'ai une Non, question. mais c'était juste pour compléter. Mais cependant, vous pouvez faire des dashboards pour avoir tous vos voyants pour monitorer. Ça, vous pouvez avoir une plateforme centrale pour les monitoring. Mais je rejoins ce qu'a dit Jean-Sébastien. C'est pas prudent d'utiliser une seule solution pour tout faire. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Il y a une question un peu complémentaire qui va dans ce sens. Est-ce que l'approche Zero Trust est envisageable dans un contexte industriel OT où on sait que justement il y a ces environnements très complexes? Écoute, tout à fait. En fait, le problème, c'est que tu vas l'appliquer à ce système industriel. Donc, tu vas le décorréler du système d'information classique standard. Et la spécificité qu'on va avoir, parce que c'est marrant, cette question, on me l'a posée plus tôt ce matin, comparé finalement au système d'information standard où on peut avoir des approches à peu près standardisées, les acteurs, etc., ont des portefeuilles de solutions. Sur l'OT, l'IoT, il y a une spécificité liée à l'aspect industriel et enfin, la chaîne, etc., ou autre, qui est à construire avec chaque société. Donc il faut, parce qu'il y a une connaissance en fait, c'est vraiment un truc qui a été construit de zéro. Mais c'est clairement possible. Oui, bien sûr. Du coup, on est au salon des nouvelles technologies et on utilise un outil technologique, numérique en tout cas, mais peut-être que certains d'entre vous sont familiers de la bonne vieille méthode de la prise de parole directement depuis la salle. Est-ce que certains d'entre vous veulent se lancer? Et c'est là où j'ai un blanc, il faut que quelqu'un se lance. Non, l'outil vous convient? Top. En tout cas, n'hésitez pas à en user. J'ai encore une question, j'avoue que je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Comment gérer le problème des solutions on-premise, je pense, qui ne peuvent pas être mis dans le cloud? Alors déjà, c'est quoi ces solutions on-premise pour en fait, c'est pas. PO50? Alors, les solutions de premise, c'est les solutions justement héritées. C'est le serveur de fichiers qu'on installe, l'application d'ERP qui est installée sur un serveur, hébergé en local, voilà, localement. L'approche Zero Trust, elle ne s'applique pas que sur le cloud. Justement, elle s'applique à tout l'environnement, encore une fois, dont ces environnements locaux. On a des solutions qui permettent d'aller faire du Zero Trust dessus. Alors, il y a des évolutions, et je pense que tu t'en parleras peut-être sur la partie identité, c'est un gros sujet, qu'on peut mettre en place. Par exemple, les solutions ZTNA permettent de faire de l'authentification moderne sur ces applications-là, etc. Mais il y a un moment, c'est un monde un peu legacy et il faut arriver de se fixer un projet d'évolution pour aller vers on va dire des solutions un peu plus modernes. Mais on peut arriver quand même à faire évoluer le socle hérité vers des niveaux de sécurité un peu plus d'actualité, on va dire. Mais l'objectif, c'est quand même de transformer, d'aller vers des nouvelles approches. Alors, on a quand même un peu tendance à oublier qu'avant l'arrivée du cloud, toutes les solutions étaient on-premise. Et les solutions, notamment l'IAM, ont été pensées pour les choses on-premise. Donc ça va continuer à y exister parce qu'il y aura tout simplement des organisations qui ne voudront pas passer sur le cloud. Notamment, je prends un très bon client à moi, la DGA ou l'armée. Voilà. Quand ils ont leur serveur ailleurs que sur le cloud, non, ils n'envisagent pas non plus d'y aller, à moins que ce soit un cloud interne spécial l'armée française, sinon non. Y compris les banques. Il y a beaucoup de banques qui ont beaucoup de solutions on-premise. Donc oui, les solutions existent, ça va continuer à exister. Et puis le cloud, c'est avoir l'IAM sur les clouds avec l'intelligence artificielle qui commence à arriver, y compris dans les solutions de l'IAM. C'est pour les applications du futur, mais il y aura toujours une partie qui va rester en legacy, en on-premise. Je t'en prie. Alors, je ne sais pas si tu avais posé une autre Non, question. mais oui, je vais juste compléter. Il y a souvent un amalgame qui est fait. Parce que souvent, quand on parle de la partie on-prem, on pense que le fait de laisser on-prem, et tu parles de la partie armée militaire, que la souveraineté, c'est un gage de sécurité. C'est un enjeu de souveraineté et pas forcément un gage de sécurité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met dans le cloud qu'on est plus sécurisé et c'est pas parce qu'on garde on-prem que parce que c'est souverain, c'est plus sécurisé. Vraiment, c'est ça l'approche Zero Trust. C'est, quelles que soient les conditions, qu'on soit dans le cloud, on-prem, souverain, pas souverain, il y a de toute façon des mécanismes à mettre en place. Et on peut avoir des systèmes dans le cloud qui ne sont pas du tout sécurisés si on ne prend pas les bonnes dispositions.
Je voulais juste. Non, mais on comprend bien que c'est une réflexion stratégique à avoir, pas juste une solution Oui, clairement. qu'on plug comme ça. Et alors justement, on en parle, parce que c'est la thématique de cette table ronde sur le déploiement, mais quelqu'un demande, est-ce qu'il y a une méthodologie à suivre pour tendre vers le Zero Trust? Quelle brique et dans quel ordre? Puisque Johan nous a fait part de la méthodologie qu'il suit lui, mais est-ce qu'il y a un chemin à suivre qui est un peu plus efficace que d'autres ou des pièges à éviter dans l'agencement et l'ordre des choses à faire? Johan, oui, bien sûr. Pour repartir de notre tour d'expérience, avant tout, il y a une phase de build et de run. On a dit c'est un projet sans fin. Il y a quand même une phase à un moment donné où on a posé le socle et après on le fait vivre. Donc déjà, il faut partir en mode projet et repartir justement de l'objectif à atteindre et du coup les ressources qu'on alloue, classiquement la date, le périmètre et la date de livraison. Donc le mode projet, donc nous se termine là et maintenant on va passer en mode run. Tous les socles sont posés. Comment on l'a fait? Le premier point, on a recadré déjà, périmétré qu'est-ce que le SI du groupe Alixio et quels sont aujourd'hui les enjeux de sécurité de ce SI en termes d'accès aux données et de partage d'informations, tout ça, plus d'exposition du SI vu de l'extérieur. Et à partir de là, on a défini en fait des lots de déploiement avec un premier lot qui était de se dire finalement on remplace le bon vieux VPN et le bon vieux firewall par un agent installé sur l'ordinateur et on va remettre le même niveau de service. Donc ça, c'est pour faire passer le niveau de sécurité du même état, mais surtout de commencer à mettre un premier pas dans la culture d'entreprise sur l'évolution à venir. Deuxième axe, on a été assez vite sur la sécurisation, sur la data loss prevention, sur éviter que les données de nos clients puissent partir à l'extérieur. Donc il a fallu travailler le tagage de ces données. Qu'est-ce qu'une donnée sensible? Donc dans les paramétrages des outils, en fait, on va dire qu'est-ce qu'une donnée sensible. Si je vois un nom, un prénom dans un fichier, ou si je vois des mots-clés, etc., ça permet de se dire ça, c'est une donnée sensible. Donc du coup, il y a ce premier paramétrage. Le deuxième aussi, ça a été de se dire il faut qu'on tague nos documents, qu'est-ce qui est confidentiel, moins confidentiel, etc. Et ça aussi, ça mettre la règle de paramétrage. Donc là, c'est les phases que l'on a fait. Maintenant, les phases d'après, c'est d'aller plus loin dans la segmentation, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, de se dire maintenant, un utilisateur, il peut accéder à telle application uniquement, ou tel device peut accéder à telle application. Avant, on avait des bastions, par exemple, pour pouvoir faire des rebonds dans le ICI. En fait, là, l'idée, c'est de se dire comment même on s'affranchit demain des bastions pour aller directement, de façon légitime, et donc vérifier sur un objet, un asset du SI, en fait. Donc, pour reprendre la question, mode projet, être clair sur votre objectif à atteindre sur la phase 1 du projet et préparer un plan qui sera un plan de change utilisateur, un plan de montée en maturité technique des équipes internes et un plan de paramétrage aligné avec les enjeux stratégiques du projet. Et après le run, c'est les évolutions des règles, etc. Vidia, Jean-Sébastien, vous voulez compléter de votre expérience? Je pense que Johan a très bien résumé. Donc, il faut penser son socle et votre outil IAM, pareil. Mais il faut définir un périmètre. Il faut bien commencer par un périmètre bien défini. Sinon, vous plantez le projet, vous plantez tout, en fait. Et vous perdez vos utilisateurs. Et pour compléter, je rejoins ce que tu dis et t'appuies sur la partie identité. Aujourd'hui, les attaques font que c'est vrai que le point d'entrée, ça reste l'utilisateur. L'objectif d'un attaquant, c'est obtenir ses identifiants, pouvoir s'authentifier, gravir les échelons dans l'organisation. Donc pour l'instant, à date, dans l'approche Zero Trust, on commence souvent par la brique identité, dans les frameworks qui sont proposés par différents éditeurs. Ouais. Ça pourrait changer demain, mais pour l'instant, c'est beaucoup la brique identité. L'humain reste le premier point faible, entre guillemets. Alors j'ai une question qui vient d'apparaître. Est-ce que tous ces systèmes n'alourdissent pas les systèmes d'information déjà existants? J'ai pas entendu. Est-ce que tous ces systèmes n'alourdissent pas les systèmes d'information existants? Oui, alors en fait, ça c'est plus une stratégie au global et on parlait de mettre tous ces œufs dans le même panier. Il y a des éditeurs, nous on est partenaire Microsoft. Microsoft, ils poussent cette approche plateforme parce que si on fait ce qu'on appelle du best of breed, c'est-à-dire prendre chaque acteur qui est le meilleur acteur de la stack, tu parlais du DLP, la prévention de fuite de données, on parlait de l'EDR, de l'IAM. On a 10 consoles différentes, 10 agents différents sur le poste de travail et à la fin, c'est sûr que l'utilisateur, quand il doit lancer sa machine, ça peut être lent. Tout ça, c'est de la stratégie technologique à la fin oui, ça peut, c'est vrai. Mais il faut faire les bons choix, il faut essayer de rationaliser correctement, mais vraiment choisir les bons outils.
Moi, j'aimerais juste rajouter, quand on met en place un outil de la partie gestion des accès, pour l'utilisateur, c'est souvent transparent. Lui, il va avoir son pop-up où il va entrer son identifiant mot de passe. Après, avec les redirections URL, pour lui, voilà, il ne verra pas la lourdeur. Normalement, il ne voit pas. Mais quand ça commence à ralentir, c'est sûr, il y a des choses sous le capot, il faut qu'on regarde. C'est vrai que ça fait pour les administrateurs, pour ceux qui vont gérer la partie technique de la solution, eux, ça leur fait des consoles en plus. Et pour ceux qui utilisent la partie identité, où ils vont faire leur entrée-sortie, onboarding, offboarding des utilisateurs qui vont arriver, ce sera un logiciel donc, qu'ils ont, dans lequel, après, il y a plusieurs façons d'utiliser. Donc, ça leur fait quand même un outil de plus, oui. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend des catégories d'utilisateurs au sein de l'entreprise. Alors moi, je vais prendre un autre contre-courant. Au contraire, moi, ça me simplifie le SI parce qu'en fait, on a fait un travail de cartographie qui était fondamental. 2, j'ai une pleine vue de mon SI. 3, je sais les assets à protéger, comment les protéger. J'ai une meilleure gestion de mes utilisateurs. D'un point de vue technologique, c'est transparent pour eux. On a développé juste un nouveau portail pour les managers, pour faire les onboarding, offboarding, etc. Mais finalement, le truc est plus sexy que ce qui existait avant. Et d'un point de vue technologique, c'est quand même l'agent. Il y a quand même un agent qui travaille sur l'ordinateur. Donc, il faut quand même avoir un parc informatique plutôt récent. Même 5 ans, ça tourne encore, même 7 ans. Mais il y a quand même un système qui va analyser tout le trafic sur le poste de travail ou le device. Donc, il y a quand même, dans nos tests, il y a quelques retours de machines qui rament ou parfois de bandes passantes Internet qui est un peu plus limitée parce que justement, donc c'est les sujets qu'on est en train de finaliser. Justement, il y a une question un peu en lien avec ce que tu es en train de dire. Donc on comprend que vous êtes encore en déploiement et que ce n'est pas fini et qu'il y a une logique de continuité. Mais par contre, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mesuré les bénéfices que vous en avez constatés à la fois pour les utilisateurs et à la fois pour l'entreprise, pour le Zero Trust? Toi, Johan, c'est pour toi. Alors pour les utilisateurs, pour être honnête, non, parce qu'on est sur un projet de cybersécurité. Donc à part communiquer en disant on a mis un nouvel outil et ça améliore notre résilience et les enjeux de cybersécurité, voilà, c'est bien, mais c'est pas la préoccupation de nos utilisateurs du quotidien, même si c'est toujours ancré au fond d'eux parce que c'est important. Par contre, vis-à-vis de nos clients, c'est un gain et un confort parce qu'on a des revues semestrielles, annuelles sur notre niveau de maturité cyber. Et depuis qu'on a déployé notre outil de ZTNA et bien sûr tout ce qui est en amont, l'IAM, etc., en fait, aujourd'hui, on va beaucoup plus vite dans ces revues. En fait, globalement, on va même dans les paramétrages et directement, et toutes les couches en amont, en fait, sont presque bypassés parce qu'ils savent déjà qu'on a déjà atteint un palier. Donc, je dirais, vis-à-vis de nos clients, et 2, je dors mieux la nuit aussi parce que le système, il fonctionne, il tourne et ça sécurise grandement ma charge mentale. C'est important aussi. Et juste, voilà, on arrive au terme de cette table ronde et peut-être en guise de conclusion, si on se projette sur les opportunités, les menaces avec ce double volet technologie et humain, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est plutôt une opportunité ou une menace pour le déploiement du Zero Trust ou à l'inverse pour les futurs hackers parce qu'on en parle beaucoup. Et sur la dimension générationnelle, on sait qu'aujourd'hui, les générations ont des pratiques très différentes. Tu en as un peu parlé, Jean-Sébastien. Est-ce que du coup, c'est plutôt une opportunité, une menace? Voilà, en guise de conclusion, si on se projette, ça ressemblera à quoi dans quelques années? Ça va être les deux en fait, c'est-à-dire que c'est une opportunité parce que ça va, par exemple dans l'analyse du système d'information, on peut utiliser l'IA pour faire un résumé, analyser la posture, etc. Donc d'ailleurs les éditeurs de sécurité développent tous des IA, etc. C'est une menace aussi puisque toi tu parlais côté fuite de DLP, les personnes peuvent charger des documents dans des modèles d'intelligence artificielle pour lesquels on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire ou comment la donnée va être stockée. Et puis ça peut être une menace parce que clairement les hackers, eux, se sont appropriés déjà il y a bien longtemps l'IA. Il y a une statistique, il y a plusieurs éditeurs aujourd'hui d'anti-spam qui avaient publié en gros des statistiques sur la qualité des spams par rapport aux publications des modèles d'intelligence artificielle qui avaient été faits par OpenAI. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau modèle qui était publié, on voyait que la qualité augmentait. Donc oui, eux, ils l'utilisent déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, bien sûr. Et ton avis sur la notion générationnelle? Puis on fera la partie générationnelle. Ouais. On a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a les jeunes qui, eux, utilisent déjà l'IA, savent très bien ce que c'est le MFA, etc. Et puis une autre partie de la génération qui sont en train de quitter le monde du travail,
qui pour eux, bah oui, ces outils-là sont un peu difficiles à appréhender, c'est sûr. Donc là, il faut faire dans les deux cas, hein, c'est-à-dire de l'accompagnement, parce que sur les personnes qui quittent le monde qui vont s'apprêter à quitter le monde du travail, il faut leur expliquer, il faut leur faire comprendre, il y a beaucoup de réticence. Et sur les jeunes, ils peuvent être amenés à utiliser WeTransfer, ChatGPT, parce qu'ils ont été habitués, ils ont fait leur mémoire de fin d'études avec. Et voilà, dans les deux cas, il y a de la sensibilisation et pas le même message derrière, c'est sûr. Ouais. Oui. Lydia, ton avis, je ne sais pas si tu veux compléter. Ça passe toujours mieux près des jeunes hein, parce qu'ils sont dans cette urgence, il faut aller vite, faire plus vite. Ils n'ont même pas la patience d'attendre qu'une page se charge, c'est pourri, c'est mal codé, etc. Donc auprès des jeunes, ça passe très très bien, hein, tout ce qui est nouvelles technologies. Et puis, comme l'a déjà dit Jean-Sébastien, pour l'autre génération, l'ancienne génération, même la nôtre, hein, des fois ça a du mal. Ça a du mal, hein. On va passer de MFA maintenant à passwordless, donc oui. Il y a cette transition qu'il faut bien accompagner. Et nous sommes encore jeunes, Lydia. Ouais. Mais l'accompagnement, enfin la conduite au changement, ça doit être très bien fait. Justement, ce qui est intéressant, et peut-être l'anecdote qui conclura tout ça, Johan, quand on a échangé, tu m'avais dit, c'est intéressant, même les jeunes générations peuvent avoir une forme de réticence, parce qu'aujourd'hui, certains peuvent avoir un site de card trading, tu me disais, en même temps qu'ils bossent, parce qu'ils ont des pratiques de travail qui sont un peu différentes des nôtres. Et donc, quand tu leur expliques, non, désolé, c'est fini, ils peuvent effectivement avoir une réticence. Tu peux expliquer un peu cette anecdote, comment ça s'est passé ? Oui, c'est juste une anecdote. Quand on a commencé à resserrer les accès au site, il y avait tous les cartes échanges Pokémon, etc. Et en fait, c'était le drame parce qu'ils ne pouvaient plus accéder à ces portails-là. Bon, c'est une petite anecdote comme ça. Je rejoins forcément ce qui a été dit. Il y a quand même, je sens quand même, chez les jeunes, il y a quand même un enjeu de liberté, d'aller un petit peu partout, etc. Et quand on commence à mettre des barrières, exemple, ce que je viens d'expliquer, en fait, ils ne le comprennent pas. Et en fait, c'est vite contre-productif. Donc, il y a un enjeu à faire avec les jeunes. Pour les moins jeunes, j'ai l'impression que, et je me mets dedans, on a quand même l'habitude d'avoir des règles dans une entreprise. Et finalement, bon an, mal an, on les accepte parce que c'est le cadre de travail. Et si on les met en place, c'est qu'il y a une raison. Donc, j'ai quand même le sentiment que ça passe plus facilement avec notre génération que les plus jeunes. Voilà. Bien, un grand merci à tous les trois d'être venus nous partager votre expertise. Je vous propose de les applaudir. Ça fait toujours plaisir et ils ont quand même passé du temps pour faire cette table ronde. Merci à vous aussi pour votre présence. Donc, le Sido continue. Sachez que cette table ronde sera en replay si vous souhaitez la revoir ou la partager autour de vous. Donc, n'hésitez pas. Les stands sont ouverts. Je ne sais pas, Altior, vous n'avez pas de stand sur le Sido. Il n'y a pas d'intérêt. Pas de stand. Il n'y a pas de stand Altior, non, bien sûr. Et je crois que nos participants, nos intervenants non plus. Dans tous les cas, il y a plein d'autres partenaires. N'hésitez pas à les voir. Excellente journée et bonne fin de salon.